Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce 4e jour de la semaine d'événements autour des 15 ans de l'Institut d'études avancées de Nantes. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Camille, que je vais vous présenter en quelques mots. Nous avons donc ce soir l'immense plaisir d'accueillir notre invitée très spéciale, Camille de Toledo. Camille est écrivain, docteur en littérature comparée. Il a enseigné la littérature, l'écriture créative et l'éco-poétique à l'École nationale supérieure des arts visuels, la Cambre, à Bruxelles, et à l'Université d'Aix-Marseille. Il a été finaliste du prix Goncourt 2021, lauréat du prix Franz Hessel et du prix de la création de l'Académie française pour Thésée, sa vie nouvelle, que vous devez absolument avoir lu. Lauréat de la Villa Médicis en 2004, de la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature en 2019. En 2008, avec Maren Sell et Leila Dakri, il a fondé la Société européenne des auteurs, dédiée à la traduction. Il écrit aussi pour l'opéra, par exemple avec La chute de Fukuyama en 2013, et pour le théâtre, avec Sur une île ou le diptyque Parlement, déserté par ses voyelles. Nous avons invité Camille à résider à l'Institut de septembre à décembre 2022 pour accompagner notre démarche d'ouverture, à la fois du point de vue de la thématique scientifique, pour illustrer l'axe dédié à l'écoumène, autrement dit à la terre habitée, comme en parle Augustin Berck, mais aussi pour tirer parti de notre situation géographique, notre institut ayant physiquement ses fondations dans la Loire, ce qui est une source d'inspiration, de dialogue avec le vivant et avec notre territoire. Le projet intitulé « Vers une internationale des rivières » que nous a proposé Camille et qu'il porte en tant que membre associé à l'Institut pendant 3 ans est un récit mutant, partagé, collectif, qui est ponctué par 3 temps forts sur 3 ans. Il s'agit de définir, à travers des auditions publiques, un nouveau scénario de bifurcation vers une économie politique terrestre, en suivant l'hypothèse d'une extension des droits de la nature au XXIe siècle. L'Internationale des rivières étend à un cœur de rivières, de lacs, de forêts, ce qui a été proposé dans le processus dit le Parlement de Loire, initié en 2019 par le pôle Art et Urbanisme de la région Centre et orchestré par Camille de Toledo, qui définit sa pratique narrative artistique, tournée vers les métamorphoses, comme un service public de l'imaginaire. Cette première étape du processus s'est achevée en 2021 par la sortie de l'ouvrage « Le fleuve qui voulait écrire », un livre mis en récit par toi, Camille, et paru aux éditions Manuela et Les liens qui libèrent. Le dispositif que nous propose Camille nous permet, grâce à un partenariat avec le lieu unique, la Scène nationale de Nantes, qui co-réalise avec l'Institut ce projet, de sortir l'Institut de ses murs et d'aller à la rencontre du public, d'ouvrir les portes aux habitants et habitantes de la région, choisis pour leur intérêt pour la Loire, et qui composent ainsi le Conseil des témoins. Il mène cette enquête avec toi. La démarche qui porte le projet vers une internationale des rivières s'appuie sur les puissances transformatrices des récits étudiés par Camille de Toledo, notamment dans son dernier livre, Une histoire du vertige, édité en 2022 aux éditions Verdier, autour de ce qu'il nomme les habitations fictionnelles. Car Camille reconnaît dans le récit la capacité d'explorer des dimensions physiologiques du langage. Le vertige, à la fois concept et état, c'est l'oscillation contemporaine, quasiment bipolaire, entre des états de séparation et les quêtes de lien,
un cycle d'envoûtement narratif et de rechute. Et c'est un récit des limites, du fini et de l'infini que tu nous proposes ce soir, Camille. Merci. Merci beaucoup pour tes mots, Emmanuel. Merci. Donc, ah oui, j'avais préparé. On a 40 minutes, c'est ça? C'est bien? 1 heure? C'est bien. Attendez, je vais juste lancer les choses. Bon, merci déjà. Je suis très heureux que ce soit aussi à l'occasion des 15 ans. Et merci aux fellows qui sont là également et pour leurs mots aussi pendant la cérémonie d'avant-hier. C'était très, très émouvant. Je commence par 2 points un peu comme ça personnels. Donc ça, je vais vous parler de fini et d'infini. Et je voulais d'abord vous dire comment c'est situé chez moi. Donc il y a un premier élément, c'est que je suis moi né en 1975. Et donc je porte avec moi une partie de la fin du XXe siècle. Et je pense que j'ai été le témoin assez jeune. Et c'est là où je rejoins ce que disait Emmanuel. C'est la façon dont certaines formes de récits impriment en nous. Donc moi, à titre, voilà, comme ça, dans l'enfance, il y avait le refrain des finitudes. Il y a eu au moment de la chute du mur de Berlin la fin de l'histoire. Puis ensuite, dans certains domaines que je travaille, notamment les domaines de l'art, ça a été le motif de la fin de l'art. Et puis après, en littérature, c'était la fin de la littérature, etc., etc. Et en fait, donc, on était en quelque sorte les dépositaires de cet esprit des temps qui portait cette idée que quelque chose s'achevait, du dénouement, qui était, à mon avis, en écho avec cette fin du XXe siècle. Donc ça, c'est un premier élément que vous pouvez garder à l'esprit. Un deuxième, et ça a été dit, donc je vais vraiment être très bref là-dessus, c'est que je pense que je tiens de mon père quelque chose, oui, qui tourne autour d'un intérêt pour le récit, mais qui dépasse en fait la question de la littérature ou du champ littéraire. En fait, c'est la manière, et ça a été évoqué ici même par Pierre-Étienne, ou par exemple dans le domaine du droit, comment les fictions structurent la manière dont on habite le monde, dont on habite la Terre, structurent les relations que nous avons avec d'autres entités. Et donc pour moi, cette dimension en fait du récit, du langage, cette dimension très performative aussi du langage, c'est voilà, comment est-ce qu'on construit la relation au monde à travers le langage. Donc vous pouvez garder ces deux choses en tête, parce qu'il va en être beaucoup question. Donc j'ai dans mes expressions l'idée d'une habitation fictionnelle. Nous habitons en fiction le monde, nous construisons notre rapport au monde par des fictions. Je parle parfois d'envoûtement narratif. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire, ne soyez pas surpris si vous entendez ces 2 échos. La question que je vais poursuivre ici, son actualité, ou disons son actualité depuis maintenant peut-être une 50aine d'années, mais pour moi c'est une forme d'actualité, 50 ans, je suis un tenant du temps long, c'est comment est-ce que là, depuis que nous avons le constat très clair que l'habitation de la Terre est en question, l'habitation humaine de la Terre est en question à travers différentes formes de dérèglement, ce que j'appelle des crises de la Terre, comment s'organisent les polarités du fini et de l'infini à partir du récit des modernes qui a beaucoup repoussé les frontières avec différentes formes de mythes, de narration qui repoussent les frontières de la technique, qui repoussent les frontières de la puissance parfois, qui portent vers d'autres formes d'habitation, notamment des imaginaires, d'habitation sur d'autres planètes. Et donc, c'est cette question de la limite et de l'infini et comment ça... Voilà. Alors, comme j'aime pas parler trop de manière flottante, j'aime bien partir des images. Ici présent, il y a Camille de Chesnay qui suit en documentaire le projet de l'Internationale des rivières. Elle est au courant de cette matière que je vais un peu vous présenter. Je vais m'appuyer sur une matière qui a servi à l'écriture d'une pièce de théâtre. Et je vais l'aborder, en tout cas c'est un angle dans l'archive de cette pièce de théâtre, et donc qui part d'images, de réflexions sur des images, et je vais me concentrer donc sur une peinture et sur une image assez contemporaine. Donc ah ben non, je suis en retard, je suis en avance, voilà. Donc il y a donc 2 esthétiques assez...
assez différentes. Il se trouve qu'aussi, c'est une méthode que j'emploie souvent, moi, dans ma pratique, c'est de mettre des choses en relation et de penser la relation et de ce qu'elle appelle, ce qu'elle nous dit. Alors, donc, vous avez une toile de Vermeer du XVIIe siècle, qui est à peu près datée de 1668. Et donc, c'est du peintre Vermeer, une toile qui a été nommée parfois l'astrologue, parfois l'astronome. Et le flottement sur la désignation de cette pièce est assez intéressant d'ailleurs. Sur ce moment ambigu encore de la science au XVIIe siècle, entre l'astrologie et l'astronomie, un geste scientifique qui essaye de s'affirmer contre un système de croyances ou d'autres formes d'imaginaire qui peuplaient le cosmos. Donc vous avez l'astronome avec cette lumière si douce, ce geste de la main sur lequel je reviendrai, avec le petit pouce préhenseur. Comment est-ce qu'on peut appréhender? Je précise tout de suite que le globe qui est sous cette main délicate est un globe céleste. Ça n'est pas un globe terrestre, c'est une forme des représentations, c'est une représentation du cosmos. Bon, ici, l'artiste, c'est ChatGPT. Donc, c'est OpenAI. Juste avant de venir, je regardais, mais comme Elon Musk a été actionnaire d'OpenAI, ça fait presque une sorte d'autoportrait d'une intelligence très artificielle. Et donc vous avez en quelque sorte quelque chose qui appelle une pensée, puisque donc vous avez cette tenue qui fait penser à Star Wars, enfin tout un imaginaire assez pop de l'exploration spatiale, voire de la conquête spatiale. Et puis d'ailleurs, je trouve que j'ai bien aimé l'usine derrière qui m'a fait penser moi à la vallée de la chimie. Donc c'est une esthétique assez 19e siècle. En fait, c'est pas très Mars, c'est pas très 21e siècle. C'est une sorte d'usine à gaz, proprement parler. Et donc la promesse de cette déterrestration, de cette exploration d'un infini cosmique. Mais notamment parce qu'aussi Elon Musk, vous le savez sans doute, a annoncé qu'il n'y avait absolument aucun problème technique à créer une atmosphère autour de Mars et à produire un soleil. Voilà. Donc on a ça. Alors pourquoi cette relation et ces deux images m'appellent? Parce qu'elles posent assez vite en fait une sorte de modernity mix, de mix de la modernité ou du geste moderne ou de la flèche moderne. En somme, vous avez là le XVIIe siècle, c'est-à-dire un moment de l'apparition ou de l'affirmation des sciences expérimentales. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de Descartes, de Bacon. Donc c'est vraiment le moment où quelque chose cherche à s'affirmer du point de vue de la science expérimentale. Et il y a une sorte de continuum qu'on peut lire. On pourrait aussi le détricoter. Je pense que ce sera même très utile de le détricoter. Mais en tout cas, d'un continuum entre science, technique, savoir sûr et, d'une certaine façon, ce qu'il en ressort, c'est-à-dire des technologies appliquées, donc des puissances humaines, etc., etc. Donc, j'aime bien ce continuum parce que je pense que ça n'est pas sans lien. C'est-à-dire que cette vue sur le cosmos... c'est l'époque de la phrase de Pascal, le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre sur ce cosmos, et donc il y a cette sorte de flèche infinie qui va se nouer d'une certaine façon avec ce que, voilà, je pense qu'il va se charger ce mot de modernité en fait. C'est comme ça qu'il se charge pour moi. La modernité, c'est notre état et notre système de dépendance à l'égard d'un certain nombre de puissances techniques et donc de savoir scientifique. Et donc, il y a quelque chose comme ça, là, d'un continuum qui, pour moi, dessine quelque chose qui relève de la flèche des modernes, qui va associer savoir... ah oui, c'est ça, parce qu'il y a c'est des recto verso. Qui va associer savoir, technique, production de technique, augmentation de la puissance de projection du projet humain, et ensuite différentes formes de la logique de la conquête, de la frontière, du repousser la frontière, le mythe pionnier, etc. Donc on a ça, si vous pouvez garder ça en tête, ce petit combo de la flèche du temps moderne. Et enfin, je pense que ce combo, si vous voulez le questionner, il est très flagrant quand on regarde un film comme Oppenheimer. Il y a un savoir, il y a une technique appliquée et il y a une puissance de destruction, là en l'occurrence dans le projet Manhattan. Donc, il y a quelque chose malgré tout qui résiste et qui tient dans ce mix de la modernité. Voilà.
Maintenant, je bascule le regard vers la toile du XVIIe et je vous pointe une énigme lorsque je faisais mes recherches pour la pièce de théâtre. C'est cette toile qui est le spectre du tableau qui est derrière, vous la voyez, qui apparaît a priori comme illisible, sauf que les historiens de l'art, et on a toujours besoin des historiens de l'art, les historiens de l'art ont creusé dans le tableau pour essayer de voir en fait quelle est cette scène représentée. Et pourquoi je dis que c'est une énigme? Donc les historiens de l'art ont tranché sur le fait que c'était une représentation d'un épisode biblique assez connu, voire j'espère bien connu ici, qui est Moïse sauvé des eaux. Ok, à l'arrière là, vous l'avez. Donc Moïse sauvé des eaux. Et donc la question que je partage avec vous, quand je commençais à travailler sur ce tableau pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pense ce tableau dans la pensée sauvage de l'art, parce que je ne suis pas sûr que Vermeer ait pensé à tout ce que je vais vous livrer ici, mais c'est pourquoi cet alignement entre Moïse sauvé des eaux et le geste de l'astronome qui regarde la Terre au loin. Disant ça, je vous donne déjà un peu quelques comme ça détails sur là où je vais, c'est que il y a dans les deux cas, en fait, dans ce sillon, quelque chose qui projette vers une terre à venir. Moïse, c'est le surgissement du prophète, c'est le moment où il apparaît dans le récit biblique, et c'est celui qui va emmener un peuple, affranchir un peuple et l'emmener d'une situation de servitude à la terre où il y aura en quelque sorte l'accomplissement du projet de l'Éternel, de la promesse, etc. Et donc il y a cette sorte de projection, en fait, donc vous l'avez dans le terme affranchir, affranchissement, privatif, en fait. Et j'essaye de vous montrer là comment progressivement, dans la geste moderne, quelque chose se tisse, ou se sédimente entre différents plis culturels. Il y a un récit de liberté qui nous est donné avec l'Exode. Le narratif biblique de Moïse et de son peuple allant vers la terre promise, c'est un narratif de la liberté. Et c'est quelque chose qui va revenir dans différents moments de la modernité, notamment ici, je crois qu'il y a quand même pas mal de chercheurs qui viennent notamment des États-Unis. Le moment de post-découverte, post-Colomb, post-Christophe Colomb, le moment des settlers, les moments pionniers, en fait, ce sont des moments où en fait la référence à la terre promise revient en fait. Il y a quelque chose qui se noue entre l'idée de la conquête, de la liberté, et donc cette sorte d'horizon ouvert qui vient percer une situation qui serait à l'équilibre en quelque sorte. Quelque chose s'ouvre dans l'horizon. Et donc ce sillon, moi, il m'interpellait parce que je me suis dit, tiens, c'est assez fort de... Moi, je crois, comme vous l'aurez compris, au narratif et à la façon dont les narratifs structurent les imaginaires. Et je me dis, donc, si on a un souci aujourd'hui, c'est qu'il va falloir découdre tout ce que je suis en train, pour le moment, de mettre ensemble, d'agencer avec vous. C'est-à-dire cette idée que le projet humain, il a cette hubris, il est porté vers l'infini, il y a quelque chose qui repousse, et notamment dans l'idée de liberté, quelque chose qui repousse des logiques d'attachement. Que le projet moderne, le projet de libération, d'émancipation, ce serait en fait du détachement. Ce serait quelque chose qui vient en fait couper avec la terre. Et là, il y a quelque chose d'un continuum entre une déterritorialisation, un peuple qui va d'un bout de terre vers un autre, qui sera le lieu de sa liberté, à une autre forme de promesse, qui est la promesse qui vient des découvertes scientifiques, puis des sciences appliquées, puis des techniques, puis de la puissance de projection. C'est quelque chose qui se noue dans ce combo de la modernité, qui fait qu'il y a des réflexes acquis, j'appelle ça aussi parfois des plis culturels ou des habitations narratives. C'est que nous sommes toutes et tous, en fait, plus ou moins porteurs, inconscients ou conscients, de ces différentes sédimentations de récits. Et donc cette idée que pour s'affranchir, il y a quelque chose à couper des attachements. Je l'annonce sur la suite, c'est que beaucoup des penseurs de l'écologie politique qui nous ont précédés ou avec lesquels on travaille, très souvent
le motif qui revient est celui du lien, de l'attachement, etc. Donc, en fait, comment ce motif du lien, de l'attachement, voire des symbioses, vient percuter, en fait, un mythe extrêmement fort et construit au fil de l'histoire moderne, qui englobe ces différentes strates ou nappes dont j'ai parlé, c'est-à-dire d'abord le mythe, avec le mythe du départ, le mythe de l'affranchissement, le mythe de la liberté, un horizon qui s'ouvre, cette idée de la coupure, de la séparation, comme le mentionnait Emmanuel, et l'arrivée ensuite, des siècles plus tard, de la possibilité scientifique qui dessine un espace ouvert, l'exploration du cosmos, et toujours cette idée qui est comme agrippée en fait, à l'idée de la modernité que en fait, ce qui porte ce récit, c'est ce qui nous déterrestre, c'est ce qui va couper. Et donc, cette charge tectonique, en fait, galiléenne, et je rejoins là, dans cette mention de Galilée, un philosophe qui nous a quittés, qui est Bruno Latour, sur ce geste tectonique qu'il y a à faire, en vérité, sur mais qu'est-ce qui va rester de ce projet moderne si, au fond, on doit se retourner vers la terre, vers nos attachements, voilà. Donc, je vous ai parlé de ce sillon de Moïse et des eaux. Je veux rien oublier du développement. Je vous ai parlé de cette flèche des modernes, du temps des modernes. Je voulais parler de ce moment où, en fait, ce mythe narratif, cette habitation fictionnelle narrative revient au moment des grandes découvertes, puis de la conquête des États-Unis, en fait, avec différentes formes d'imprégnation chrétienne. Hein. C'est l'idée de la terre promise. Ça revient toujours, d'ailleurs, dans les motifs de l'évangélisme américain. Il y a toujours la question de la terre promise. Enfin, tout ça est... Donc, on a ce combo. Et donc, on a, pour moi, cette forme d'infini des modernes qui continue son travail, en fait, qui continue à se projeter dans cette deuxième image avec ces motifs donc de la déterritorialisation, qui est un mot cher à Gilles Deleuze, puis aujourd'hui on parle de déterrestration. Donc c'est ça, pour moi, cette flèche dont nous sommes les héritiers et dont il va bien falloir faire quelque chose. Est-ce qu'elle se poursuit? Comment est-ce qu'elle se poursuit? Comment est-ce qu'on déjoue en fait cette sorte de captation de l'infini par le récit, disons, d'une efficacité politique, c'est-à-dire celui de la promesse de pousser plus loin ce projet moderne. Et vous pouvez le garder en tête parce que c'est comme un obstacle culturel, en fait, très profond, du fait que l'idéologie même du progrès, nous n'arrivons pas trop à la défaire. Enfin, elle porte encore cette flèche du temps linéaire qui va vers différentes formes de puissance, différentes formes de découverte. Donc ce combo-là, on a du mal à le reconfigurer, en fait. Je vais enlever l'image. J'y reviendrai. Voilà. À partir de là, une fois qu'il y a cette flèche des modernes, qui est donc associée à ces différentes polarités, cette idée d'un horizon qui s'ouvre, d'une projection du projet humain, de l'idée d'affranchissement, de l'idée de la coupure, d'un usage particulier du savoir qui consiste pas simplement à savoir, mais en fait à pouvoir, accessoirement. Et donc cette projection du pouvoir vers d'autres espaces, avec toujours cette idée qu'on va pouvoir aller plus loin, que le projet humain est très solidement attaché à cette idée de l'hubris, du dépassement, etc., etc. À partir de là, il y a évidemment toute une longue histoire des revers de cette flèche des modernes. Alors si je reviens... J'aime bien, moi, toujours partir des matrices de récits. Si je reviens au récit de Moïse sauvé des eaux, qui inaugure le récit de l'Exode, en fait, très vite, c'est la merde. C'est-à-dire que, en fait, il y a l'affranchissement, on sort d'Égypte, très vite, il n'y a plus à bouffer, on ne peut plus boire. Et puis, je viendrai plus tard à une autre chose qui survient, mais c'est un récit de survie, en fait. Dans le désert, c'est vraiment... Et d'une certaine façon, il y a plein d'échos de ces revers, de cette flèche de la modernité. Aujourd'hui, je veux dire, comme il y aurait d'ailleurs beaucoup de revers, si on avait Thomas Pesquet qui entrait dans la salle, il vous dirait que en fait, la déterrestration, très vite, elle est problématique, parce que dans l'habitable, j'étais toujours frappé du fait qu'il décrivait ses problèmes de genoux, et en fait, du fait de la dislocation de toutes ces jointures
et de tous ces fascias, parce que dans l'espace, comme il n'y a plus la pesanteur, en fait, l'ensemble des fascias du corps se distendent, et donc, en fait, l'habitation extraterrestre, en fait, est très compromise très vite. Donc, il y a ces revers. Alors, je parle des revers bibliques. J'en passe par un petit moment où, en fait, parce que ce motif de la liberté, je le précise, il n'est pas toujours assorti ou adossé à cette flèche. Il y a une liberté de la Grèce antique, en fait, qui est... On le lit, on le sent quand on lit Vernon ou d'autres, c'est que le monde de l'Antiquité grecque, c'est un monde encore qui est clos, qui est harmonieux, où le monde humain se heurte en fait à du monde non humain, notamment avec différentes formes de divinité et de puissance. Et il y a quelque chose où cette flèche n'a pas encore percé l'horizon, en fait. Tout finit par être rétabli dans une forme d'harmonie. Il y a une autre point ou contrepoint, en fait, ou un lieu où la modernité, la liberté se pense autrement que dans cette sorte de flèche de la conquête. C'est, disons, alors je ne sais pas comment elle se réencode vraiment, mais quand on lit d'autres anthropologies sur les hachoirs d'Amazonie, sur les peuples premiers, il y a quelque chose qui s'articule entre la communauté naturelle, enfin les non-humains, les forêts, les rivières, les lacs, et disons la singularité de chacun, c'est-à-dire sa spécialité au fond, ce qui naît du rituel, c'est-à-dire ce à quoi je suis bon en fait. Est-ce que je suis bon chasseur? Est-ce que je suis plutôt... j'ai plutôt des forces d'interstition chamanique ou autres, mais en tout cas, les sociétés pour moi orales, comme d'ailleurs la société finalement de la Grèce antique, de manière très différente, maintenaient un horizon clos. Et cet horizon clos, il a perduré, cette flèche des modernes, elle n'a pas toujours été là. C'est ça que je cherche à vous dire. Et elle n'est pas forcément écrite comme ça, mais comment est-ce qu'elle apparaît? Dans le monde chrétien, dans les discussions que j'ai avec des médiévistes, dans le monde chrétien, cette flèche, elle n'existe pas en ces termes, en fait. C'est toujours quelque chose de très circulaire, de très cyclique. On parle d'histoire circulaire. C'est une toute autre historiographie, et notamment avec ce motif de le péché, le salut, la faute, la rédemption. Et c'est quelque chose, en fait, qui se répète. Il n'y a pas encore, en fait, donc à quel moment elle apparaît? Comment est-ce que ça se forge, cette flèche de la modernité? Je le disais, c'est plein de nappes, et je n'ai pas du tout l'espoir comme ça d'épuiser le sujet devant vous. Mais il s'est certainement passé quelque chose au moment justement où survient, où apparaît cette science expérimentale au moment du XVIIe siècle, et où l'horizon s'ouvre. C'est-à-dire que quelque chose s'ouvre d'abord avec les grandes explorations, quelque chose s'ouvre avec l'horizon cosmique, c'est-à-dire que tout d'un coup, le monde n'a plus sa finitude. Et là, à partir de là, ça devient une forme d'empilement, où ce fameux exode, qui est pour l'instant simplement un narratif mythique, devient ou s'agrémente ou s'agrège à des arguments scientifiques en disant « nous pouvons repousser ». Ça reste un projet très européen à cette époque-là. Et évidemment, quand je dis ça, j'ai conscience immédiatement d'évoquer les revers de cette conquête. Puisque ça fait maintenant, je pense que les sciences humaines, les sciences sociales, l'histoire de la colonisation ne font que documenter en fait les revers de cette grande flèche de la modernité. Donc les revers de la conquête des États-Unis et donc de cette ouverture, de cette chose qui était perçue comme aperture, comme ouverture, comme de nouveau une projection vers la terre promise. On sait qu'il s'en est suivi un massacre et une destruction du peuple amérindien. À chaque fois, en fait, à chaque fois que cette flèche apparaît, il y a des revers. Et la question que je me pose, moi, en fait, depuis très longtemps, parce que dès l'enfance, mon père était déjà très imprégné de cet horizon écologique, c'est pourquoi, en fait, à force de documenter les revers de cette flèche des modernes, on n'arrive pas à l'infléchir, en fait. Sans forcément la forcer à s'arrêter, mais à faire autre chose d'elle. Et pourquoi ça tient en quelque sorte comme promesse? Pourquoi encore tant et tant et tant de collectifs humains sont attachés à cette flèche des modernes? Donc, je vais regarder juste là où j'en suis. Mais il y a, disons que le revers, donc on est maintenant au XVIIe siècle, il y a cette flèche qui se met en place, qui associe, qui agrège
des idées d'infini, de conquête, d'exploration, de savoir. Et cette flèche commence à se tendre, ça donnera à la fin du 19e siècle toutes les idées du progrès, justement du contisme, l'idée d'un progrès continu dans l'histoire humaine, enfin, etc., avec des formes d'ailleurs de domination culturelle de l'Europe, avec des formes de racisme associées. Donc les revers, on ne cesse de les documenter, et cette flèche s'obstine, ou s'entête. Et je les évoque comme ça, hein, c'est que ça ne date pas de l'écologie politique. Les gens qui se sont intéressés au revers de cette flèche moderne, les socialismes non marxistes du 19e siècle, ce sont des gens qui ne cessent de pointer les destructions liées aux machines, le fait que le machinisme est en train de broyer des corps humains. Déjà au 19e siècle, il y a une forme de proto-écologie où on s'intéresse à des milieux qui sont détruits par différentes formes de factories, d'usines. Donc, en fait, sans cesse, ce travail reprend de documenter les revers du progrès, et c'est comme si, en fait, sans cesse, il échoue à déjouer cette foutue flèche des modernes, ce qui me fait dire qu'effectivement, elle est très, très solidement ancrée en nous et dans nos imaginaires. Et notamment, je pense qu'elle est ancrée en nous aussi parce qu'il y a cette promesse de la puissance. Enfin, j'y reviendrai un petit peu après sur le... Je crois que j'essaye, en tout cas, moi, je me pose cette question de pourquoi ça s'entête et pourquoi ça s'obstine. Donc, je parlais des socialistes, mais ça pourrait être, au début du XXe siècle, toute l'idée de la wilderness aux États-Unis. Donc, Aldo Leopold, à sa manière Thoreau, avec toutes les ambiguïtés de sa geste. Vous connaissez l'histoire, dans Thoreau nous parlait de ça, Walden, la vie dans les... Et puis en fait, on se rend compte aujourd'hui, enfin, l'écoféministe nous apprend qu'en fait, il y avait une femme qui lui faisait son linge, il y revenait tout. Donc, non, mais toujours cette condition matérielle qui est un peu oubliée par la flèche des modernes. En fait, la flèche des modernes n'existe que parce que la poussière est en quelque sorte un peu négligée par une partie de l'humanité. Et donc... il y a donc ces revers, en fait, je ne sais plus du tout dans mes feuilles. C'est le problème de recto verso. Mélanie, je ne t'en veux pas, parce que je sais que tu as voulu économiser du papier. Donc voilà, je posais cette question. C'est à l'issue de cette trop rapide histoire, pardonnez-moi, mais où est-ce qu'on en est? On a depuis les années 70, on a en fait l'apparition, l'affirmation d'une science de la finitude. L'écologie politique, mettons si je pars même d'un rapport qui a été un peu le point de déclenchement avec d'autres écrits d'une forme d'écologie scientifique ou de science de la limite, c'est le rapport Meadows de 1972. Donc la fameuse phrase qui ouvre l'introduction, c'est « Est-ce qu'on peut penser une croissance infinie dans un monde fini ?» Voilà, donc là, on est bien sûr au cœur de notre question, c'est comment est-ce qu'une science de la finitude parvient à s'imposer ou à imposer ses résultats. Et il me semble que, en fait, sans cesse, on est face à l'échec de cette science de la finitude, en fait. C'est comme si quelque chose résistait dans l'hubris des modernes, et ses différents descendants, parce que ça va jusqu'à la Chine, jusqu'à certains... En fait, toutes celles et ceux aujourd'hui qui sont reliés à différents systèmes techniques et de production, et qui ne sont plus des peuples premiers, ou qui ne vivent plus dans les conditions des peuples premiers, on peut dire qu'ils sont aujourd'hui contemporains de cette modernité, de cette flèche des modernes. Donc, à partir de ce cœur de la modernité, il y a cette science de la finitude, cette science de la limite, qui est aussi, en fait, une théorie de l'histoire. Puisque vous l'avez vu, en fait, il y a quelque chose qui s'est adjoint, c'est-à-dire que l'histoire moderne n'avance que par cette idée qu'on va repousser les limites. Et là, tout d'un coup, il y a une autre théorie de l'histoire qui naît, qui nous dit, non, en fait, à un moment donné, ça s'arrête, cet infini, cette logique infinie. Alors, je voulais vous montrer une des formes qu'a prise cette... Donc, je ne vais pas du tout passer mon temps à décrire scientifiquement, parce que je pense que vous n'avez plus du tout le courage, et il fait chaud, etc. Mais en tout cas... Là, on est en 2009, c'est un groupe de scientifiques, et c'est ça la science de la finitude. C'est les limites planétaires. Donc, en fait, cette production d'outils pour dire, en fait, là où on ne peut pas aller au-delà, où au-delà, les conditions de l'habitabilité humaine de la Terre sont remises en cause, en fait. Donc,
encore une fois, j'y reviens, c'est tout d'un coup une science qui essaye de faire quelque chose pour déjouer, infléchir, stopper cette forme d'habitation narrative de l'infini qui vient de différentes strates, du mythique, puis de la science, puis de la technique, puis de la puissance. Enfin, c'est pas du puis, parfois c'est entrelacé. Et donc, c'est simplement, je vous les rappelle, concentration atmosphérique donc en CO2, altération de la biosphère, jusqu'où on peut aller, perturbation des cycles biochimiques et notamment du cycle de l'azote et du phosphore, jusqu'où on peut aller, occupation des sols, la bétonisation, l'anthropisation, le recouvrement des milieux naturels, jusqu'où on peut aller, introduction de nouveaux éléments dans l'environnement, donc différentes formes de pollution chimique ou synthétique, des plastiques, jusqu'où on peut aller jusqu'à ce que notamment le système océanique ne fonctionne plus. La diminution de la couche d'ozone, ça apparemment, l'hubris ou l'ingénierie climatique plus humaine est parvenue un peu à repousser le curseur, mais jusqu'où on peut aller. Je finis sur les 9 critères, comme ça, si ça vous intéresse, vous les aurez. Et il y a l'acidification des océans, je parlais donc des surfaces océaniques. Voilà. En fait, donc, je ne vais pas décrire vraiment là, pour ce schéma, mais ça reprend les 9 critères dont je vous parlais. Ce que vous avez là, c'est de la finitude. Ce que vous avez là, c'est un savoir de la finitude. Et comment ça s'encrypte de manière narrative ou sur les imaginaires, etc. De manière narrative, ça peut donner Don't Look Up, ça peut donner en fait des formes de récits apocalyptiques, du genre nous allons tranquillement vers la fin des temps, ou nous allons tranquillement vers la destruction du système de la Terre. Ça peut donner parfois des tentatives de rendre scientifiques des discours d'effondrement. Ça a été toutes les 10 dernières années autour de la collapsologie. En fait, à chaque fois, ce que vous avez, c'est des surgissements, des manifestations, voire des formes d'activisme qui sont liées à un rappel à la limite ou un rappel à la finitude et qui essayent, comme ils peuvent, de se heurter à cette flèche moderne, en fait, qui promet le toujours plus loin, le toujours plus, etc. Sans doute, et je le mets juste entre parenthèses, c'est qu'en préparant, en réfléchissant à cette conférence que je fais pour la première fois, et autour donc de ce matériau de la pièce de théâtre, c'est que récemment, on se posait la question de pourquoi le discours de l'écologie politique échoue. Là, on sort d'élections où l'écologie politique, de nouveau, s'est effondrée dans les différentes formes d'assemblée, que ce soit, voilà, notamment le Parlement européen. En fait, le nombre de députés européens liés à l'écologie politique va diminuer. En Allemagne, où je vis, quotidiennement, les Grünen sont attaqués. Ils ont des raisons parfois d'être attaqués, mais là, c'est vraiment du green bashing définitif, total. Mais une des raisons, en tout cas profondes, je dirais structurelles, c'est que sans doute, l'écologie politique, en portant le discours de la limite, est un peu le rabat-joie de la classe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très, très difficile de rendre la finitude attirante, en fait. Et donc, moi, je me questionne là-dessus, sur notamment une des résistances, j'y viendrai, sur une des résistances psychiques qu'il y a à accepter la finitude. C'est notamment, je pense, lié à la mort. Mais je reviens à cette image. Qu'est-ce que ça donnerait de réinterpréter avec les sciences de la Terre et l'écologie politique, et donc cette science de la limite, cette toile? Le geste que j'ai aperçu, que j'ai vu même Bruno Latour porter, et particulièrement à la fin de sa vie, avec l'idée de la reterrestration, cette idée d'un retour, non pas à la Terre réactionnaire, mais à une autre Terre, à une Terre à reprendre, ce qui se nommait scientifiquement la zone critique, ce qu'il a appelé Gaïa, en essayant de la remythologiser, en fait. Donc, une reprise de la toile, ce serait de dire très bien, j'utilise la puissance de Photoshop. À la place du globe céleste, je remets un globe terrestre et je perçois la main de l'astronome comme non pas la main qui annonce l'exploration à venir du cosmos, mais comme une main du care, du soin, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui porte l'idée d'une attention à ce qui est là, tout ce que nous avons, d'une certaine façon, comme lieu de l'habitation. Donc il y a en quelque sorte un renversement de la toile, c'est-à-dire que si je reprends le sillon depuis l'Exode, vous avez cette flèche de l'Exode, de la déterrestration, de l'appel vers la terre à venir, où il y aura la liberté, donc l'idée d'affranchissement, encore une fois, je reprends, de coupure.
Et vous avez en fait, au moment où on aboutit la connaissance scientifique, actuellement, sur la manière dont fonctionne le système de la Terre, la manière dont la vie a émergé au fil des milliards d'années, en fait, c'est tout d'un coup le geste de l'astronome devient un geste d'attention, de protection, et donc cette inflexion en fait de la flèche des modernes, comme si cette flèche des modernes se recourbait en fait vers l'espace de la Terre, avec donc ce jeu de substitution que vous pouvez imaginer. C'est une sorte de courbure assez puissante, en fait. C'est une sorte d'inflexion de l'imaginaire qui est assez puissant et donc qui va prendre dans différentes formes de savoir, de pratiques artistiques, beaucoup de formes sur le retour aux attachements, à quoi nous sommes liés, de quoi nous dépendons pour vivre, à quoi nous tenons, de quelles autres formes de vie nous dépendons pour vivre, etc. Donc, quelque chose, en tout cas, qui vient infléchir très, très fortement cette flèche des modernes. Alors, je posais la question de pourquoi il y a une résistance psychique à la limite, enfin à quelqu'un qui vous dit bah non en fait, là il faudrait peut-être penser à arrêter. Moi j'ai été lecteur à des moments un peu difficiles de ma vie, notamment des deuils ou autres, je ne sais pas si elle est scientifique ou si elle est devenue scientifique d'un rapport au deuil. C'est Elisabeth Kübler-Ross. Vous connaissez ses travaux. Et j'y reviens souvent. Elle décrit, Elisabeth Kübler-Ross, je voulais vous montrer son portrait, mais c'est quelqu'un qui n'a eu de cesse tout au long de sa vie d'écouter des gens qui faisaient face à l'annonce de leur mort. Vous sortez de chez le médecin, on vous dit ça y est, c'est plié, il n'y a pas de solution. Voilà votre terme qui arrive. Et elle a décrit en fait les différentes manières et les différentes étapes par lesquelles nous passons quand on vous annonce votre mort. Donc j'en reviens à ce motif de la finitude. Et elle décrit que l'on passe d'abord par une forme de déni. J'ai plus les ordres, les étapes, mais vous pourrez regarder. Mais il y a certainement le déni. Il y a une forme de révolte, et il y a en tout cas tous les passages d'une résistance psychique très, 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 très forte à la question du deuil, de la mort, de ce qui termine, de ce qui finit. Et toutes les ressources, en quelque sorte, de notre vie psychique vont se mettre, elle le décrit, en résistance contre cette idée du terme, en disant « il y a un terme », en fait. Et je pense que il y a bien d'autres raisons pour lesquelles l'écologie politique n'arrive pas à porter en fait l'horizon ou sa philosophie de l'histoire. Mais je pense que là, il y a quand même un ressort très très fort, très très puissant, qui est cette résistance profonde, humaine, compréhensible, mais à l'idée que ça s'arrête, qu'il y a un terme. Cette idée de toujours vouloir repousser l'infini. Et moi-même, je me souviens enfant de ma résistance à toutes les motifs de finitude. Quand on m'annonçait la fin de l'histoire, moi, je regardais L'Histoire sans fin, ce film, et je disais, mais il n'y a pas de fin à l'histoire. Et un enfant, vous savez, on lui raconte une histoire avant de se coucher, et vous lui dites, bah voilà, ça y est, c'est la fin. Et non, c'est du encore, en fait. Il y a quelque chose qui, structurellement, dans notre forme de vie humaine, qui relève du encore, qui, à mon avis, est lié d'ailleurs à la question du désir, de la pulsion de vie, qui est lié aussi à la question d'un organisme, c'est-à-dire un organisme qui sait qu'il est en vie, ce qui est notre cas. Enfin, les organismes humains ont cette forme de réflexivité. Il y a aussi cet outil de la résistance, c'est-à-dire si l'organisme sait qu'il va mourir, alors il y a ce mécanisme qui se met en place dans cette sorte de fêlure qu'il y a, qui nous est décrite par toutes les neuroscientifiques, cette fêlure qui nous permet de savoir que nous sommes pensants, qui fait que ça résiste, quoi. À partir de là, il vient une autre question, c'est ces résultats. Je me suis dit, bon, avant d'en venir à la question de comment est-ce que je rends un horizon de finitude infini, ou comment est-ce que je fais de l'écologie politique un infini, la première question qui m'est venue, c'est mais comment est-ce que je rends désirable, ou est-ce qu'il est possible de rendre désirable la finitude ? La seule source qui m'est venue, ou le seul mot qui m'est venu, c'est la sagesse. Mais vraiment la sagesse au sens des sagesses accumulées depuis des temps immémoriaux,
sur le fait d'accepter sa propre limite, voire sa fragilité, voire ce qui est une forme de sagesse, c'est-à-dire le humain, humus, humilité. Enfin, toutes ces choses-là relèvent d'une forme de sagesse. Une fois dit ça, je me suis dit, ok, c'est très bien parce que individuellement, c'est atteignable. Mais j'en reviens après à la collectivité, et en fait, et là je rebascule vers les sciences politiques, c'est de quoi est fait le discours politique, si ce n'est précisément de l'impossibilité de dire la limite. En fait, tout le discours politique, tout le discours qui est adressé à la communauté, on est en pleine période électorale, c'est le discours de la promesse, en fait. Ça va à l'encontre de toute forme de résistance à l'hubris, en fait. C'est la formule du « je pourrais ». Nous pourrons faire ceci, nous ferons cela, et qui n'est pas seulement le cœur de la langue politique. Pour moi, c'est aussi la langue de Musk, c'est la langue du capitalisme, c'est la langue de l'entrepreneuriat, c'est la langue du capitalisme généralement, et c'est la langue du politique aussi. Donc, ça veut dire ça a été aussi la langue du communisme. C'est à chaque fois une langue de l'hubris du pouvoir, de ce qui... Et donc, en fait, la sagesse n'opère pas. Résultat, je ne veux pas juste oublier des petits traits d'union. Oui, enfin voilà, c'est ça. Donc moi qui m'intéresse toujours au phénomène de langage et à ce que le langage produit ou son lien avec la performativité, en fait, voilà pour moi le langage de la science. Très vite, ça devient possiblement un langage du « nous pourrons ». Là, sur les questions terrestres, c'est la bio-ingénierie, c'est le technosolutionnisme, c'est vous avez des problèmes, nous avons des solutions. Donc, en fait, à chaque fois, c'est presque un fait de langage, quoi. On a beaucoup de mal à faire avec le langage autre chose que ça. On y arrive doucement, mais c'est là où j'en viens à mon second infini. Donc, si on n'arrive pas, en fait, à faire de la sagesse de la limite ou à cette science de la limite quelque chose qui nous appelle collectivement, comment est-ce que de cet horizon de finitude, on fait de l'infini, en fait ? Et je pense que c'est là où se jouent beaucoup de nos affaires et de nos curiosités et de nos émerveillements. Et je vais évoquer 3 axes, mais qui regroupent des champs très très vastes pour moi du moment où nous sommes. Je l'ai déjà évoqué, c'est les sciences de la Terre et les sciences de la vie. Chaque fois qu'en fait vous rentrez dans le détail de ce qui fait naître la vie, vous touchez à l'infini, en fait. Il y a quelque chose qui relève de l'infini. Donc, je prends par exemple le discours sur la zone critique. Donc, qu'est-ce que la zone critique ? C'est la conscience que l'espace où la vie est possible, c'est cette fine pellicule, quelques kilomètres en dessous de la croûte terrestre et quelques kilomètres au-dessus. Et ça, c'est des discussions parce que cette pièce de théâtre avait été discutée, conçue, travaillée avec Frédéric Aït-Toiti, qui est metteur en scène, et Jérôme Gaillardet, qui est donc à l'Institut de physique du globe. Et à chaque fois qu'on parlait, il rappelait ça en disant, voilà, a priori, c'est de la finitude. La vie n'est pas possible au-dessus, elle n'est pas possible en dessous. Et pour les humains, c'est encore plus réduit. Et donc, ça, c'est de la finitude. Mais en fait, si vous lisez notamment Une Terre habitable de Jérôme Gaillardet ou d'autres travaux sur les sciences de la Terre, ou si vous reprenez les travaux de James Lovelock et Lynn Margulis, qui étaient les premiers dans les années 70 à formuler une autre hypothèse sur une Terre vivante, une Terre organisme, ce qui naît en fait de leurs travaux, c'est de l'infini. Lynn Margulis, elle étudie les bactéries. James Lovelock, il s'intéressait, disons, à l'équilibre gazeux. Pourquoi, par exemple, l'organisme de la Terre arrive à maintenir à peu près 30% d'oxygène en moyenne qui nous permet à nous de vivre. Ça, ce sont des questions qui nous ouvrent au mystère. Et pour moi, c'est de l'infini. Quand j'entends les scientifiques, donc je me dis là, il y a une ressource d'infini qui est une ressource d'émerveillement et qui permet de rien lâcher, en fait, sur l'idée que l'écologie politique qui naît des savoirs sur la Terre et des savoirs des sciences de la vie, aujourd'hui, en fait, n'est pas du tout un discours de finitude. En fait, c'est de l'infini. Mais c'est juste un autre infini. Ce n'est pas l'infini le plus obvious, le plus évident, dont nous portons la trace, vu toute l'histoire des récits que je mentionnais. Je le mentionne juste, mais des travaux des sciences de la vie sur la manière, en fait, dont tous les entrelacs entre les formes de vie permettent qu'il y ait notamment un organisme humain, en fait, le fait que nous sommes peuplés d'autres, ça a été dit ici, le fait qu'il y a des vies symbiotiques, que chaque vie, en fait, dépend d'une autre vie, que tout ça s'entrelace, ces différentes formes de codépendance, c'est pour moi de l'infini. Donc moi, je vais aller chercher cette ressource, ou disons ce reste, en fait, d'infini,
pour ne pas désespérer, en fait. Parce que précisément, je pense que c'est vrai que la complication, quand il y a de la finitude, c'est que très vite, on arrive à l'horizon de quelque chose qui meurt. Et d'une certaine façon, ça ne suffit pas à répondre à la pulsion de vie. Donc la pulsion de vie et la pulsion d'infini, chez moi, je vais la chercher avec les camarades scientifiques, notamment sur donc, sciences de la Terre et sciences de la vie. Une autre forme d'infini, pour moi, c'est tout ce qui se travaille autour de la logique du soin. Je sais qu'Emmanuel, c'est quelque chose qui t'a ému dans la lecture de Thésée. C'est toutes les formes diverses de thérapeutique, en fait, c'est-à-dire ce soin infini. Et j'ai eu beaucoup de discussions à travers les années sur la question de est-ce que tout est réparable ? Pour moi, le discours de la réparation va du côté d'un discours de la puissance, nous pouvons, tandis que des formes de soins qui disent l'irréparable sont de ce côté d'un geste humble, en fait, mais qui ne cesse, et moi je l'ai vécu personnellement et je continue de le vivre, c'est que l'infinité des gestes de soins, en fait, comprenant la médecine scientifique et la médecine, disons, issue des sciences expérimentales, mais incluant aussi toutes les autres formes de soins, en fait. Avec les années, les choses se sont construites de la manière suivante, c'est que pour moi, vraiment, le corps humain est une boîte noire. Les gens ne cessent d'envoyer des sondes pour essayer de le comprendre. Mais en fait, chaque geste de soin, je suis passé entre les mains et des mains et des mains de différentes formes de thérapie et de thérapeutes. Et chaque fois, j'ai constaté qu'en fait, ils allaient trouver une autre information. Quelque chose qui n'en finit jamais de savoir ce que c'est la vie, en fait. Et ça, c'est de l'infini encore. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui me donne une forme là aussi, qui entretient la pulsion de vie et cet autre infini dont je parle, c'est ça. C'est l'infinité des gestes de soins, des gestes thérapeutiques. Et la troisième branche de cet autre infini qui est porté ici avec l'Institut, ça tourne autour donc plus des sciences humaines et sociales et des sciences politiques et du droit. C'est en fait, lorsque je me pose la question de quelle est la langue de la Loire, en fait, je rejoins quelque chose qui est travaillé par les gens qui ont pensé les processus de traduction. C'est que je désigne un être qui est intraduisible dans un langage humain. Et donc, je sais que toutes les opérations de langage que je vais effectuer pour essayer de donner une voix à la Loire vont en quelque sorte échouer. Mais c'est toujours cet échec repris pour essayer de mieux dire ou de trouver vraiment ce qu'elle dit ou d'entendre mieux. Donc, sans cesse d'étendre, en fait, le champ de la perception qui est également, pour moi, qui relève d'un geste infini et qui prend une forme très concrète dans le droit, c'est que je parle toujours de lois à venir. Les lois actuelles, d'une certaine façon, je m'en désintéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toujours comment est-ce qu'on écrit mieux le rapport à la vie. Et c'est pour ça que aussi j'estime que cette narration-là des droits de la nature, qui permet de penser une personnalité juridique pour des écosystèmes qui, a priori, n'ont ni voix humaine, ni langage humain, ni personnalité au sens des personnes humaines, eh bien, m'intéresse, c'est qu'en fait, je sais que je me place à un endroit où je vais devoir sans cesse reprendre la tâche infinie donc, de traduire et de mieux traduire et de toujours traduire. Donc là encore, pour moi, il y a une sorte de niche d'infini. Je finis avec 3 petites choses que je partage avec vous. C'est en fait la reconfiguration à laquelle j'arrive, c'est que l'espace le cosmos de l'astronome, puis de l'astronaute, en fait, il y a toujours pour moi une sorte de dissonance cognitive assez forte, c'est que pour le mythe prométhéen, pour cette flèche qui tend vers cette forme d'infini de la puissance qui repousse toujours les limites, l'espace, c'est de l'avenir. Et chaque fois que j'entends les astrophysiciens qui parlent des résultats de James Webb, de Hubble, eux, ce qu'ils voient dans l'espace, c'est le passé. Vous savez, enfin, c'est toute cette tentative pour aller chercher la lumière. Et donc là, pour moi, il y a une sorte de malentendu. C'est que l'imaginaire de la science-fiction produit le cosmos comme avenir et comme infini à venir, c'est-à-dire la possibilité d'aller sur d'autres planètes, alors qu'en fait, le geste scientifique parle lui aussi d'infini. Un infini savoir sur l'origine du monde, sur aussi les formes d'émergence de la vie et les étapes de l'émergence de la vie,
Mais c'est toujours du passé, enfin, c'est toujours du passé dont il parle. Donc cette reconfiguration, c'est ça pour moi. En fait, je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper les budgets de l'astrophysique pour les remettre sur des savoirs terrestres, même si je pense qu'il faut rééquilibrer sans doute les choses dans la recherche. Et je partage ça, je pense, avec Jérôme, parce qu'on en a souvent parlé. L'astrophysique a énormément de budget, très souvent, parce qu'à mon avis, elle est adossée à ce mythe de l'espace. Enfin, quasiment, c'est Star Wars dans la tête des gouvernants en disant « ça a l'air bien ». Et puis, en fait, on va aller prendre des minerais, ça va être formidable, c'est encore de la puissance. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça, mais je dis qu'en fait, l'infini des astrophysiciens, c'est un infini du passé, de la connaissance du passé, des origines. Et donc ça reconfigure une chose. Du côté des sciences du côté des terrestres, lorsque encore récemment, je voyais, c'est un sous-continent, enfin un sous-continent et un pays qui m'échappe, j'y ai passé beaucoup d'années, mais en Inde, je voyais là qu'on atteignait les limites d'habitabilité de la Terre. Vous avez peut-être suivi aux nouvelles, mais ça passait les 50 degrés avec de l'humidité, donc ça devient inhabitable avec des humains, des êtres humains qui meurent dans les rues. Ce sont des images qui n'ont pas été tellement montrées en Occident parce qu'elles sont dures à voir, avec en plus la persistance du rite, parce qu'à Bénarès, ils continuaient à faire les incinérations. Donc il y avait les feux. Donc c'était une image relativement proche de l'enfer. Et donc là, on atteint la limite physique de l'habitabilité de la Terre. On commence à l'atteindre dans différents lieux du globe. Et je me dis, voilà, comment est-ce que donc on arrive à requalifier cette limite de l'habitabilité en infini? Je pense vous en avoir donné quelques pistes, en fait. C'est que pour moi, en fait, du côté des sciences de la Terre comme du côté des sciences de la vie, ce qui nous est livré, en fait, c'est toujours un infini savoir. C'est toujours, on a l'inconnu à venir, en fait. Donc là, il y a quelque chose pour moi encore qui est de reconfiguration des choses. Et je finis sur un point, c'est que je reviens à... Alors, j'ai pas l'image parce que j'ai trouvé que des images assez kitsch dans la peinture classique de ce qui arrive à Moïse dans le désert. Parce que c'est une imagerie qui a servi les différentes déclarations juridiques au fil. Mais après la faim, après la famine, après la soif dans le désert, c'est-à-dire après la remise en cause de toutes les conditions de l'habitabilité, il y a quelque chose, il y a un événement qui survient dans le narratif biblique, c'est que à peine, et c'est très souvent dans les midrash et dans les commentaires, à peine on a eu la liberté qu'il y a qu'il y a la loi. Et c'est cette chose-là qui pour moi, qui est à mon avis à sentir et à vivre. C'est cette loi donc, qui vient fixer des limites, une des limites qui sera reprise dans les droits humains. C'est, vous savez, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres, où celle commence celle des autres, qui est un raccourci admirable pour rappeler la question de la finitude. Mais là, on est en train de vivre un moment où, en fait, dans ce terme, les autres, il n'y a plus seulement mes congénères, mes voisins, ma copropriété, les citoyennes et les citoyens avec lesquels je partage un pays, les 9 milliards d'êtres humains bientôt qu'il y aura à la surface de la Terre. C'est en fait les autres, c'est les arbres, c'est les forêts, c'est les rivières, c'est les lacs. Et l'exercice de pensée sur lequel je voulais terminer, c'est de penser en fait cette loi à venir sous l'angle de l'infini, pas sous l'angle de la déception et de la finitude. Voilà, je termine sur ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de votre écoute, malgré la chaleur qui monte.